Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Je suis goutte à bouteuse, hacheuse, ciseleuse, accoucheuse, dentelière. C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions. Tu es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça. C'est mettre nos compétences et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision. Un film, c'est plus forcément des raccords, mais c'est aussi un sentiment. C'est un curieux mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller. C'est vraiment de l'ordre du ressenti et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition, parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais les mêmes choses, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours. Play, pause, cut. Bonsoir. Me voici chez Pixel et Décibel, dans le 9e arrondissement de Paris, pour discuter avec une monteuse hyper active. Son nom apparaît régulièrement sur les génériques des cases documentaires de France Télévisions, comme par exemple sur le film Infirmière scolaire de Delphine Dilly ou encore Afghane de Solène Chalvon-Fioriti. On a parlé de son appétence pour les films engagés mettant en lumière les invisibles, qu'elle soit femme de ménage, ouvrière, gilet jaune ou résistante, mais aussi des films italiens des années 60, de montage son, d'organisation, Ok, merci beaucoup. ou encore de comment retranscrire et faire ressentir par le montage les environnements dans lesquels évoluent les personnages. Salut! Bienvenue dans la salle de Laure Maté, que j'interromps en plein coup de fil avec un compositeur. Je fais des petites bidouilles et je t'envoie ça en fin de matinée pour moi, donc tu l'auras quand tu te réveilles demain matin, quoi. Merci, allez, bis, salut. Excuse-moi. Ça va? Pas de soucis, ça va et toi? En face du coup? Comme tu veux, c'est Ouais, aussi, comme tu vois, fait aussi partie du truc. Hein, J'étais donc, avec le compositeur de Afghane. Ah, cool! T'as vu, j'ai pas changé de... Ouais, T'as pas changé de salle. Au même endroit. Trop bien. Ouais. C'est ta salle attitrée? Bah oui, pour l'instant, pour 3 films, ouais. D'accord. Donc j'aime bien, tu vois, je suis un peu en hauteur, j'ai la vue, la lumière et tout, je trouve ça cool. Trop bien. Ça change d'autres salles où t'as l'impression d'être dans un placard ou une cave. Ouais. Donc voilà, c'est cool. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta salle de montage? Ouais, bah tu vois, elle est pas très grande, mais moi j'aime bien parce que comme je te disais, il y a de la lumière, on voit un peu le ciel, voilà, c'est chouette de voir les horizons. Et sinon, bah, il n'y a pas trop de post-it, d'habitude il y a plein de post-it ou plein de plans autour de moi. Et là, comme je suis sur un peu 2 films en même temps, bah, du coup on alterne. Ouais. Donc là, tu vois, il y a toute la liste des rushs encore de femmes afghanes qui étaient... Comme il y avait beaucoup de rushs, j'avais fait toute une liste des séquences, donc on s'y repère un peu. Et puis sinon, les essentiels, le café, quelques fruits, un peu de chocolat, tu vois, c'est comme ça, quoi. Et voilà. Pour tenir. Ouais. Et puis un petit coin bureau pour le réal qui est pas mal aussi, ou la réalisatrice d'ailleurs. Pour, tu vois, bosser un peu dans son coin, si on veut s'isoler un peu. Ou... Qui a encore ses petites affaires. Qui a encore ses affaires, ouais, c'est ça. Je m'étais dit, bah, comme je vais rester là un moment, je vais mettre des plantes et tout, mais j'ai pas encore eu le temps, je vais le faire. Je crois que je vais le faire pour amener un peu de nature, tu vois. Bah ouais, je me suis dit, tu vois, je vais faire ma déco comme je suis là pour quelques mois, autant m'installer bien, quoi. Et là, du coup, t'es sur quel... Enfin, je sais pas si tu peux en parler. Oui, je peux en parler, bien sûr. Tu es... Donc là, bah, on vient de finir le film Afghane, qui était en 75 minutes, là, qui a été diffusé la semaine dernière. Et bah là, on en fait, cette semaine, je fais et la version 52 de ce film qui va être diffusé à l'international, et en même temps, je monte un film de Delphine Dilly pour Infrarouge qui est sur le corps des femmes. D'accord. Donc en gros, c'est un film de témoignage, c'est un peu sa spécialité, et c'est comment, quand tu es femme, toutes les étapes par lesquelles tu passes avec ton corps, comment tu appréhendes toutes les étapes, comment tu les vis et tout ça. Donc il y a 4 générations de femmes dans 3 familles différentes.
D'accord, qui ok. témoignent. Et puis il y a des séquences aussi. Voilà. Oui, t'as plein de tas de papiers. T'as vu? C'est pas très écolo, hein. C'est pas très écolo tout ça. J'imagine que c'était tes transcriptions d'interviews. Ouais, alors, bah ça c'est un truc qui a changé aussi. Je sais pas si tu te rappelles, avant on écrivait des tonnes de cahiers pendant des heures et des heures. Et maintenant il y a de plus en plus de transcriptions parce que les prods ont compris aussi que ça allait plus vite. Et surtout sur les films, là c'est un film du coup, ce qu'on appelle de parole. Enfin, c'est un peu du témoignage, on va dire plutôt, c'est plus sympa. Delphine Dilly, avec qui je bosse, elle vient de la radio. Donc il y a une précision sur tous les mots, toutes les expressions, etc. Et donc c'est vrai que moi je me souviens au début, je sais pas si tu te souviens toi, quand on notait, en fait des fois tu faisais par abréviation, après tu cherches pendant 10 000 ans la phrase, mais tu sais, elle dit ça, après t'as le réel qui dit mais si, elle disait ça, tu dis mais non, tu cherchais, tu oui, toi t'as pas pris les mêmes mots, t'as pas pris... Ouais, c'est ça, exactement, tu passes des heures, t'es là genre, et puis finalement tu trouves la phrase, elle est nulle, alors que t'as passé 1 heure, enfin bon, ça c'était avant. Et maintenant, maintenant je trouve qu'avec les transcriptions, ça nous fait gagner vachement de temps en fait. On bosse pas mal chacun de notre côté. Oui, j'imagine que... Il me semble que toi aussi tu bosses comme ça, avec les fichiers informatiques partagés ou... Ouais, il y a de plus en plus de Google Doc, ce qui est bien parce que ça va faire un échange, ce qui des fois est un peu pénible parce que des fois quand tu es en train de monter, en plus de mettre à jour tout le temps le Google Doc, ça fait un peu perdre du temps en tout cas au monteur, mais bon voilà, ça fait partie du truc. Mais nous on avait mis ça en place avec Delphine parce qu'on a monté un film sur les orphelins juste avant le Covid, donc on a tout noté, machin, on a fait notre plan, on avait des milliards de post-it sur le mur, et le vendredi soir on s'est dit, ça pue un peu là, je sais pas si la semaine pro on va pouvoir être ensemble ou pas. Donc on a fait des photos du mur de notre post-it, et effectivement 4 heures après la prod nous a dit, bon vous revenez pas, c'est pas possible, donc confinement. Et là on s'est dit, waouh, heureusement qu'on a déjà fait la structure ensemble, tu vois, du film. Et après, ça a été des allers-retours entre nous. Voilà, moi j'étais à la maison avec la station de montage, elle était chez elle. Donc des fois on était en visio, des fois elle faisait des bouts à bout sur le papier, puis moi je les faisais en direct. Bon, après c'était embêtant, il n'y avait pas vraiment l'échange. Donc des fois il y a des trucs, je disais vas-y on coupe ça, elle me dit non, j'ai besoin de voir. Donc on se faisait des exports et tout. Mais finalement ça nous a fait. On a mis en place toutes les deux une nouvelle méthode de travail qui est pas mal et qui permet justement de prendre du recul. Où en gros des fois elle m'envoie des trucs sur papier, je les fais, elle les regarde, ou moi je pose et tout de suite je coupe et comme ça je lui propose une autre version. Et ça permet aussi d'avancer plus vite finalement. À cause du Covid, on a trouvé une nouvelle méthode de travail. Delphine Dilly, t'as déjà travaillé pas mal avec elle, je crois. Ça doit être le 5e film qu'on fait ensemble. Il y avait Sexe sans consentement qui a bien marché. Les pervers narcissiques, Orphelins. On en a fait un là sur une infirmière scolaire. Et celui-là. Donc ça doit être le 5 ou 6e. Ok. Tu travailles souvent avec des réals que tu connais? C'est un peu les mêmes qui tournent. Donc c'est chouette, moi j'aime bien. Il y a Delphine Dilly, il y a Frédéric Brunkel, la réalisatrice Anne Gainsburger, qui avait filmé des femmes gilets jaunes, à l'époque où on entendait beaucoup parler des gilets jaunes. Puis il y a des nouveaux réalisateurs et réalisatrices que je viens de rencontrer, Karine Morales, Guillaume Estivi, Julie Chauvin, qui commencent à faire pas mal de films, et voilà, donc ça remplit vite une année en fait, tout ça. Mais c'est chouette. Moi j'aime bien bosser avec tous ces réels-là, il y en a plein d'autres, il y a Patrick Banquet aussi pour les films d'histoire un peu, ou plus d'enquête. Il y a Valérie Muller aussi, avec qui j'ai déjà fait 2 films, je vais en faire un 3e là bientôt. Et voilà, et j'aime bien moi parce que c'est une relation de confiance. Du coup, souvent on s'appelle même avant le tournage ou pendant qu'ils sont en tournage pour discuter de trucs. Et moi j'aime bien parce que il y a de la bienveillance et ça permet aussi de se dire les choses plus vite et plus cash, tu vois. Donc de pousser aussi, je sais quand est-ce que je peux pousser, à quel moment, à quelle étape et tout ça. Et on peut discuter de plein de choses et on peut se dire là c'est complètement naze ou ça marche pas et il n'y a pas de problème, tu vois. Donc ça c'est chouette, moi j'aime bien. D'accord. Comment tu procèdes en général? Est-ce que tu as une méthode que tu reproduis un peu à chaque fois, que ce soit pour le classement des rushs ou pour en fait, moi je m'adapte pas mal à la méthode de travail de chaque réalisateur ou chaque réalisatrice. En gros, moi il y a toujours quand même l'étape que je trouve très importante qui est justement le rangement, le dérochage et tout ça. Quand c'est un film de société, en général, on passe genre 1 jour ou 2 où je demande que les rushs soient classés par journée de tournage. Ça permet au réalisateur de se repérer vite et à moi de me faire une espèce de... Je survole un peu tous les rushs et on discute beaucoup des persos, des trucs. Je me reclasse les journées de tournage par perso ou par endroit, mais je garde en général un peu
dans l'ordre du tournage. Ça nous permet de discuter tout de suite de plein de choses, du plan, des premières sensations, des premières intuitions et tout, ça c'est hyper important. Je note aussi, j'ai toujours 50 000 cahiers, je note pas mal tout ce qu'ils me disent aussi, tu vois, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont envie de faire et tout, et comme ça je me relis souvent ces notes pour me remettre dedans, ou même à la fin du film en général, quand j'ai le temps. Souvent je regarde tous les rushs en accéléré aussi, pour voir s'il y a le plan qui signifiait les 4 plans que je veux enlever ou des choses comme ça, quoi. Et en film d'histoire, pareil, je classe souvent par année ou par thématique, ça dépend un peu des films. Mais en général, un peu comme je pense beaucoup de monteurs de doc, on essaie déjà de faire la structure avant de faire les raccords, quoi. Donc, c'est rigolo, d'ailleurs une fois j'avais monté avec une réalisatrice qui venait du cinéma et elle voulait faire tous les raccords tout de suite. Ah oui. Et il y avait genre je sais pas combien de pistes son et tout, et donc au début j'ai rien dit parce qu'on se connaissait pas trop, et au bout de quelques jours je lui ai dit mais en fait on va pas pouvoir, enfin tu vois, on a essayé des trucs mais je lui ai dit après on peut pas faire ça tout le temps parce que sinon on va jamais réussir. Déjà on va essayer de réfléchir à ce qu'on raconte et ensuite on peaufinera plus tard, tu vois, sinon c'est... Donc toi tu fais, quand tu dis la structure, c'est du coup que montage son ou tu poses déjà quand même des plans pour avoir que ce soit des repères ou des ambiances en fait ça dépend, dans les films ça dépend en fait des réals, il y a des films, dans les films par exemple de ce que j'appelle de société ou en tout cas en immersion, parce que moi je fais beaucoup de films aussi en immersion où les gens sont filmés chez eux et tout ça. En général on se fait un plan et puis après on y va en attaque. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de films où on trouve souvent ce qui va rester au final, tu vois. Alors on monte un peu large, mais l'intention et tout, elle est souvent là par séquence. Souvent on change pas grand chose. Enfin ça dépend des réels, ça dépend des projets, mais voilà. Et après, soit on monte les séquences que le réalisateur ou la réalisatrice trouve les plus importants et dont il est sûr ou dont elle est sûre d'utiliser dans son film, et là on les monte tout de suite. Soit on fait dans l'ordre, un peu. En fait ça dépend un peu de ce que chacun a envie de faire, tu vois. Moi j'essaie de m'adapter, voilà. Je passe quand même tout mon montage à tout le temps dire mais là pourquoi on va là, qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on va après, tout ça pour bien, tu vois. Et tu poses beaucoup de questions, c'est ça? Ah ouais, t'as été balancé. On m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Je vois qui c'est, j'avais une projection il y a pas longtemps, j'imagine. Ouais, j'ai cette réputation. Il y a une fois, en fait je savais pas que j'avais cette réputation. Enfin, il y a déjà des réels qui me disaient tu poses beaucoup de questions. Et ouais, l'autre jour, il y a 2 réalisatrices que je connaissais, qui se connaissaient pas, qui se sont rencontrées et qui m'ont dit ah toi aussi elle te pose plein de questions, moi aussi c'est l'enfer et tout. Mais non mais c'est parce que moi je trouve qu'on est le premier regard quoi sur un film, donc moi souvent j'essaie de me mettre à la place du spectateur. Enfin par exemple pour les films d'histoire, quelqu'un qui n'aurait jamais rien vu de tel événement ou tout ça. Les réals, pour eux, au bout d'un moment, c'est une évidence. Ils ont enquêté des mois sur des choses, tu vois, sur des événements. Et en fait, du coup, ils font des impasses sur des choses en disant ça, tout le monde le sait, on laisse tomber tout. Et en fait, non, on le sait pas. Donc, ouais, effectivement, je pose beaucoup de questions. Et je pose aussi des questions pour les pousser un peu dans leur retranchement. Et pour, là, ils vont tout savoir. Et pour, non, mais tu vois, pour aussi... voilà, pour leur dire est-ce que tu es bien sûr de ça. Je sais aussi que des fois c'est un chemin qui peut prendre du temps. Moi j'ai pas non plus toutes les réponses, mais je sais des fois qu'en leur posant telle ou telle question, ça va aussi mûrir et puis ils vont pouvoir aussi... Oui, puis eux j'imagine que toutes ces questions ça leur permet de cheminer et puis peut-être de préciser des choses, exactement. De donner d'autres idées. Ouais. Alors, nous on a travaillé, enfin je suis venue te filer un tout petit coup de main. Ouais, important. Tout petit coup de main il y a quelques semaines, quelques mois sur le film Afghan. Ouais. Donc un film quand même difficile, par le propos, etc. Oui. Donc, c'est 4 générations de femmes afghanes qui témoignent de leurs conditions. Exactement, de leurs conditions de vie, ouais. Voilà, donc je voulais savoir comment tu avais travaillé là-dessus sur la durée. Le tournage a été long, donc j'imagine que tu avais énormément de rush. Ouais, j'avais beaucoup de rush. Pareil, qu'on a fait classer par jour. Quand on a commencé le montage, après Solène, la réalisatrice, elle est retournée encore à Kaboul pour finir son tournage et tout ça. Alors c'était un montage hyper émouvant parce qu'elles sont quand même formidables et elles sont fortes, voilà, c'est incroyable tout ce qu'elles vivent et comment elles essayent de résister à tout ça parce qu'elles sont quand même privées de tout, quoi. Elles peuvent pas aller à l'école, pas aller dans les bains publics, pas aller dans les parcs, pas aller travailler, enfin elles peuvent rien faire, quoi. C'est un des premiers montages où j'ai autant pleuré en dérochant, ouais, j'ai pleuré, ouais. Des fois ça m'arrive quand même de pleurer parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans une séquence ou quand tu vois l'évolution d'un personnage, d'une personne dans un film, c'est hyper émouvant. Mais là, ouais, là c'était
le dérochage était compliqué, quoi. Parce qu'en fait, t'avais genre, tu tombais dans l'horreur au fur et à mesure que tu avançais dans les séquences, tu avais de plus en plus d'horreur, quoi. Tu commençais par une femme qui pouvait plus aller travailler, qui disait à quoi ça sert d'être femme. Après, tu allais sur une femme qui essayait de résister un peu aux talibans en faisant une école clandestine, mais bon, qui risque quand même sa vie, ou en tout cas d'être en prison ou sérieusement embêtée. Après, tu allais sur une autre femme qui, elle, du coup, vendait ses enfants parce qu'elle avait plus de sous. Enfin bon, ça n'arrêtait pas dans l'horreur, quoi. Comment tu gères ça? Parce que moi, quand je suis montée, il y avait une séquence de lapidation pour monter. Oui. C'est le genre d'image qui reste. Ça te reste, c'est sûr. Donc comment est-ce que tu arrives toi à vivre avec, vraiment le mettre de côté, le cloisonner quelque part, ou comment tu vis avec ça? Ça dépend un peu des films. Afghan, ça m'a beaucoup suivi. Par exemple, on a commencé le montage et puis après on s'est arrêté. J'avais une semaine de vacances prévues depuis longtemps. Pendant les vacances, j'étais là, mais j'étais pas là. Enfin, toi, j'étais dans... Ouais, effectivement, je pensais tout le temps à ces femmes. Je me disais, oh là là, moi je suis là en vacances, elle vit ça et tout ça. Puis moi, je suis un peu toquée et passionnée par ce que je fais, donc effectivement, j'y pense tout le temps. Mais voilà, j'arrive aussi à me faire des pauses, comme tout le monde, hein. Tu vois, tes week-ends avec tes enfants, voilà, ça te remet vite dans la réalité aussi du truc, tu vois. Genre là, je sors d'Afghan, je rentre chez moi, mon fils il me parle de je sais pas quel joueur de foot, ça te remet tout de suite, tu vois, dans la réalité, dans le quotidien, ou je sais pas ce qu'il a fait à l'école et tout. Ça aide aussi, je trouve, la spontanéité des enfants par rapport à ça, voilà, ça te remet aussi tout de suite dans d'autres préoccupations, quoi. Il y a cette espèce de truc aussi, d'énergie et de passion qui fait que moi je me dis, là, il faut absolument que, tu vois, qu'on montre tout ça, qu'on essaye de bien expliquer ce qu'elles ressentent et tout ça. Et ça m'anime, tu vois, je me dis, là, faut que j'explique ça, tout ça. Puis Solène, la réalisatrice, elle savait vraiment, elle connaît très bien le pays, elle connaissait très bien ses femmes. Elle savait assez vite aussi dans quelle direction elle voulait aller par séquence et tout ça. Et puis après, c'est les étapes classiques, où tu te dis, oh là c'est super, tu fais un gros truc, tu dis, oh là c'est génial, puis tu regardes, tu fais, ok, ça marche pas, on recommence, tu vois. C'est les étapes un peu classiques, quoi. Mais voilà, on fait un métier aussi, je trouve, où ça te permet de relativiser sur la vie en général, tu vois. Parce que quand tu montes un film sur les femmes afghanes et que tu arrives le matin au boulot et qu'on dit, oh là là, j'en ai marre, il pleut, t'as envie de dire, il y a d'autres petits problèmes dans le monde, gros problèmes, voilà. Mais moi, ça me touche pas trop. Enfin, ça me touche énormément, bien sûr, mais je veux dire, ça m'empêche pas de travailler. Au contraire, ça me pousse à me dire, faut absolument, tu vois, témoigner de ça, absolument essayer de faire ressentir ce qu'elles vivent. Et puis souvent aussi, comment dire, j'essaie dans les films que je monte, mais ça c'est aussi grâce aux réalisateurs et aux réalisatrices avec qui je travaille, de beaucoup travailler sur la sensation, le ressenti, tu vois, essayer de faire, voilà. Par exemple, t'arrives chez une femme en Afghanistan, c'est un peu bête ce que je vais dire, c'est la base du documentaire, mais tu vois, se ressentir comment c'est autour chez elle, qu'est-ce qu'il y a autour de chez elle, le son aussi c'est très important, essayer de faire ressentir aux gens ce que les personnes vivent tous les jours, tout ça c'est vachement important et je bosse vachement là-dessus dans les films que je monte. Même les films d'histoire qui des fois peuvent paraître plus classiques ou plus à distance, et à chaque fois, quand on peut, on essaie de, par exemple, les femmes dans la résistance, j'avais monté un film là-dessus sur les témoignages de résistantes avec Pierre Hurel, on avait vachement travaillé sur essayer de faire comprendre aux gens, avec beaucoup de plans, caméra subjective et tout ça, ce que ces femmes-là avaient ressenti quand tu prends ton vélo puis que tu essaies de faire passer une lettre, ou quand tu te marches dans la rue puis derrière toi tu as des amants qui veulent te contrôler, des choses comme ça. Tu vas essayer de se dire, tiens, si j'étais elle, qu'est-ce que à cette époque-là j'aurais ressenti, quoi. Ou une fois aussi j'avais fait un film avec Frédéric Brunkel sur les mineurs de fond. Pareil, il y avait l'histoire, la période historique qu'on devait traiter, et on a essayé vachement d'essayer de faire ressentir aux gens qu'est-ce que c'est quand t'es tout minot et que tu descends dans la mine pour la première fois, tu vois, le bruit, la chaleur, l'odeur, le manque de lumière, tout ça. On essaye de transmettre ça, quoi. D'accord, donc tu travailles beaucoup sur le son, tu fais beaucoup de montage son, j'imagine? Oui, alors de plus en plus, c'est rigolo, j'y pensais l'autre jour en réfléchissant un peu en préparant un peu ce qu'on allait se dire. En fait, je me disais, c'est marrant parce qu'il y a, je sais pas, les 15 ans,
On montrait des films Ocean, tu vois, c'était pas des bout à bout, mais c'était des, voilà, tu vois, des premiers montages, quoi. Moi, je me souviens d'avoir montré des films où, tu vois, genre une séquence faisait 20 minutes et on leur disait bon bah ça fera 5 minutes et puis ils regardaient comme ça. Et il y avait pas il y avait un peu de travail son, mais même les films d'archives et tout, on bruitait vite fait, mais pas plus que ça. Il y avait un monteur son derrière qui faisait son travail. Et là, je trouve que le niveau d'exigence augmente de plus en plus. Mais je trouve ça intéressant. Hein. Ouais. Et pour le son, ouais, je travaille beaucoup. J'ai une grosse banque de son. Et après, ça dépend des films. Les films de société, là, typiquement en Afghanistan, elle ne pouvait pas faire de son parce que le but c'était de ne pas trop se faire repérer. Donc il n'y avait pas un ingé son avec une grande perche et tout ça. Mais il y a beaucoup de films aussi de société maintenant où je trouve qu'ils prennent des ingé sons qui sont vraiment très soucieux du détail, qui prennent beaucoup. Alors du coup, c'est un montage de fou. Des fois, je me retrouve avec des, je sais pas moi, 10 pistes pour monter une séquence, juste du truc de base. Et là, je me dis, waouh, allez, c'est parti. Lesquels il faut que je mette en priorité, lesquels il faut que j'enlève et tout ça. Et après, j'en rajoute plein. Ouais, quand j'ai le temps. Voilà. Après, les prods avec qui je bosse savent que souvent, à la fin du montage, j'aime bien avoir 2 jours pour bien tout préparer, tu vois, pour que le mixeur... déjà je trouve que c'est plus respectueux pour la personne qui suit le projet et puis des fois c'est du 30 pistes, des fois c'est du 65 pistes. Un jour j'avais monté un film, c'était sur un bateau de pêche et il y avait déjà eu beaucoup de sons qui avaient été pris par le réalisateur pendant le tournage. Et après on a rajouté plein de pistes, plein de choses, on avait des musiques, on a monté dans les musiques, enfin ouais. Et en général, j'envoie, comme c'est toujours un peu le même mixeur avec qui je travaille, j'envoie une photo de la timeline, tu vois, avant mixage pour les dire tu pourras pas dire que tu savais pas, et donc j'envoie une petite photo de la timeline, voilà. Mais bon, après, tout ça, il y a une histoire d'organisation, quoi. Je me rappelle sur Afghan, là, quand j'étais venue t'aider, t'avais un énorme bin avec 12 000 séquences numérotées, 29 A, B, C, D, ça correspond au tableau qui est là-haut, ouais. Et c'était tes séquences dans l'ordre de la structure. C'est dans l'ordre du tournage, parce que comme elle a énormément tourné, des fois elle me disait, tu sais, le plan du taliban qui fronce les sourcils. Moi j'étais là, genre, alors attends, parce que je sais plus si on avait genre peut-être 200 heures de rush, un truc comme ça. Ouais. Donc tu dis waouh. Et ouais, en fait c'est par jour, et après par exemple, je te dis n'importe quoi, mais si j'ai une journée où j'ai. Imaginons des plans, une interview de quelqu'un, des plans de sa maison, puis après l'interview, puis après je redécoupe par jour, tu vois, j'ai les jours 1 maison, jour 1 interview, jour 1, et je range comme ça un peu pour me repérer plus vite. Et j'aime bien aussi moi, après c'est un peu des tocs, mais en fait je me rends vite compte aussi des durées, tu vois, je me rends vite compte si l'interview elle dure 2 heures ou 4 heures, de faire comme ça, je me rends vite compte si j'ai beaucoup de plans ou si j'en ai pas beaucoup, je me rends vite compte, après j'ai un peu des codes couleurs, là tu vois, là c'est un film de témoignage, donc j'ai fait par famille des couleurs, comme ça je me repère en me disant tiens, là il y a une machine et truc, une machine, là voilà, et comme ça visuellement, j'aime bien bosser avec des couleurs, moi je trouve ça chouette. Ouais, moi aussi j'aime bien ça. Et après, moi je suis une toquée des marqueurs. À la fin, je fais plein de marqueurs pour tout le monde. Et alors, il y a les marqueurs pour le mixeur dans lequel je mets. Parce qu'avant, je faisais des récaps à la main. Puis un jour, je me dis, mais en fait, je perds grave du temps avec noter tous mes timecodes et tout. Ouais. Donc voilà, je fais un marqueur par couleur pour l'étalonneur, pour le mixeur et tout. Puis après, j'envoie ça. Et... Ouais, tu te les exportes. Ouais. Ouais, je fais pareil. Non, mais c'est pas mal, hein. Et je refais un récap. Oui, moi aussi. Un gros mail énorme. Ouais, c'est ça. Il se dit, oh punaise, là, notre toqué qui m'a envoyé son mail. Ouais, au moins, ils ont toutes les infos. C'est vrai. Et j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup de films engagés. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un truc qui a toujours été, qui t'a toujours intéressé ou auquel c'est quelque chose pour lequel tu as une appétence particulière? En fait, c'est un peu le hasard des rencontres au début. Et après, c'est un peu un choix. À la fois, je fais des films engagés. Je fais beaucoup de films, par exemple, sur les femmes, avec des réalisatrices notamment. Et à la fois, je fais pas mal de films sur les gens qu'on appelle les invisibles, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper fort. Par exemple, là, j'en ai fait un il y a quelques mois avec Karine Morales sur des femmes de chambre dans un palace qui ont fait une grève pendant 3 mois. Là, c'était un palace place Vendôme et c'était les premières femmes qui osaient se mettre en grève, tu vois. Il y avait ce truc de se dire, en fait, pendant 3 mois, tout ce qu'elles ont fait, c'était énorme, c'était de rester devant l'hôtel, à faire du bruit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse froid, à faire soit la fête, soit du bruit, soit taper sur des casseroles, soit chanter. Des fois, elles en avaient marre, et donc on s'est dit, ça, il faut qu'on le sente aussi dans la longueur du film, tu vois, voilà, le côté qu'au bout d'un moment, en tant que spectateur, tu dis, punaise, mais
elles sont encore sur le piquet de grève. Et aussi, je trouve, il y a ce côté un peu, voilà, tu les observes, tu te dis, ouais, est-ce que moi, j'aurais le courage de faire ça, rester 3 mois, je suis pas sûre, tu vois. J'ai fait pas mal de films, où par exemple sur des ouvrières dans l'Est de la France et tout ça, où en fait, souvent les gens, d'ailleurs, ils disent aux réalisateurs et aux réalisatrices, ils leur disent, mais en gros, pourquoi vous me filmez moi, j'ai rien à raconter, tu vois. Ouais. Et en fait, si, ils ont plein de choses à raconter. Et ça, moi, j'adore, tu vois, c'est la vraie vie, tu les observes. Alors oui, des fois, tu montes, je me souviens une fois, avec Frédéric Bruquel, on avait fait une série de 3 films sur la classe moyenne, et oui, on montait les gens en train de ranger leurs courses dans leur frigo, ou sortir un yaourt, ou je sais pas faire quoi, aller faire leurs courses, ou se balader en famille et tout ça. Et moi, je trouve ça hyper important qu'on n'oublie pas aussi de faire des films, tu vois, sur les gens. Voilà, c'est les Français qui sont partout, c'est pas que Paris, c'est pas... Alors voilà, moi j'ai vécu 20 ans aussi vers Montpellier, donc ça doit jouer aussi, mais je viens pas de la bourgeoisie, donc tu vois, tout ça aussi, moi je trouve que c'est important de... Enfin ouais, les gens normaux quoi, je sais pas comment dire. Je trouve que c'est important qu'ils soient dans les films, parce que... Et puis ça te permet aussi de voir dans plein de petites échelles en France tout ce qui est mis en place aussi. Là dernièrement, j'ai monté un film sur des ouvrières qui reprenaient une usine avec leur patron dans l'Est de la France. C'est super fort de voir tout ce que ces femmes mettent en place pour sauver leur usine. Voilà, elles ont plein de choses super belles à te raconter. Leur usine, c'est toute leur vie. Oui, puis ça permet de documenter un quotidien qui est... Exactement. Ouais. Et après, il y a les films entre guillemets plus engagés, ou les films de parole justement avec Delphine Dilly, qui sont plus des films où il faut aussi des fois, je sais pas comment dire, mais voilà, redire un peu des choses aux gens, ou leur expliquer le non-consentement quand on l'a monté. C'était même avant MeToo, je crois, oui. Et voilà, c'était important aussi de dire, voilà la réalité d'une femme aujourd'hui, voilà ce qui se passe quand t'es jeune fille, voilà ce qui peut t'arriver, ça arrive à des millions de femmes, et c'est bien aussi d'avoir un film qui te dit, voilà ce qui se passe réellement. Ok. C'est quoi un peu ton parcours ? Alors mon parcours, en fait moi j'ai vécu à Montpellier, enfin près de Montpellier dans un petit village, et du coup moi j'aimais toujours faire de la photo quand j'étais petite, donc dès 10 ans j'avais mon appareil photo, je me baladais tout le temps, je faisais des photos, ça me plaît, donc après j'ai fait un lycée option audiovisuelle, c'était au tout début des options comme ça c'était génial, parce qu'il y avait atelier photo, il y avait même une salle de projection dans notre lycée. Il y avait un atelier photo, il y avait plein de cours de court-métrage et tout ça. On a beaucoup appris aussi l'histoire du cinéma, donc ça c'était chouette. On a étudié les films de Buñuel, les films de Demy, enfin tu vois, tout un grand écart aussi dans le cinéma, ça c'était hyper bien. Il y avait des festivals aussi, il y avait le festival du film montpelliérain auquel on avait accès, donc on regardait 8 films par jour, enfin on était à fond. Et du coup tu découvres aussi des films, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui je monte des films beaucoup... de société ou sur les gens, parce que j'avais découvert pendant ce festival par exemple les films italiens des années 60, donc voilà, il y avait plein de films qui m'ont vachement touchée, avec soit l'ambiance de l'Italie, genre à la Fellini, où ça crie partout et tout, ou alors tu peux avoir des films, je me souviens d'un film, je sais plus comment il s'appelait, de Antonioni je crois, sur un petit garçon qui perd sa mère, et donc c'est son point de vue à lui, de voilà, qu'est-ce que c'est de perdre sa mère à cet âge-là, comment tu réagis, comment les adultes pensent qu'en fait tu t'es pas rendu compte, mais en fait tu le sais très bien et tout ça. Donc 3 ans là-bas, et après je me suis dit, moi je veux faire ça, je veux faire du cinéma, je savais pas quoi, donc je me suis dit, je vais faire du cadre, et en fait comme j'étais en littéraire, c'était mort. Et en fait entre-temps, justement dans ces ateliers audiovisuels, j'avais rencontré une monteuse de films, qui s'appelait Béatrice Malige, qui était la femme de Jean Malige, qui était un des chefs-op de Truffaut. Et donc, elle nous a montré en fait ce que c'était que le montage. Bon, c'était le montage pellicule, donc tu vois, c'était il y a longtemps. Et je me suis dit, ça c'est pas mal le montage et tout ça. Et donc, je me suis inscrite dans les BTS et images et montage. D'accord. Et comme tous les jeunes de cette époque-là, tu révises ton bac, et en même temps, à l'époque, il n'y avait pas de portable et tout. Donc, je prenais mon bus toute seule. Je suis allée à Lyon, à Paris, voilà. Finalement, j'ai été prise à Boulogne, et du coup, je suis partie à Boulogne-Billancourt en me disant... comme ça j'aurai accès à plus de sociétés, tu vois, pour travailler, et voilà. Et puis après le montage ça m'a plu, je me suis dit c'est ça que je veux faire quoi, tu vois, de pouvoir re-raconter aussi une histoire, ce qu'on fait tous à partir de Rush, te dire qu'est-ce que je fais de tout ça, dans quel ordre je le mets, qu'est-ce que je veux dire, je trouve ça super quoi. Après moi j'ai pas trop fait de fiction, mais dans le documentaire c'est ça que j'adore, c'est aussi
mettre en place tout le film avec le réalisateur ou la réalisatrice et t'as une vraie part de construction, c'est hyper intéressant quoi. Donc ça j'adore. Et du coup comment t'es arrivée au documentaire? Parce qu'après un BTS... oui, j'ai arrêté ça. Bébé monteur. Alors ouais, bébé monteur, mais là où j'ai eu de la chance, toi je pense que c'était un peu pareil, c'est que je suis arrivée au moment où le numérique sortait. Ouais. Et ça c'était cool parce que du coup il y avait plein de monteurs qui savaient pas du tout utiliser, à l'époque c'était beaucoup Avid. Et ça c'était super parce que du coup je me suis retrouvée projetée, dès que je suis sortie du BTS j'ai trouvé du boulot. Je me suis retrouvée tout de suite chez MCM à faire des bout à bout de clips sur les cassettes parce qu'à l'époque il n'y avait pas de... Donc voilà, j'ai fait ça, des bout à bout de clips. J'ai commencé aussi à monter des émissions musicales mais sur bande. Donc autant dire qu'après 3 raccords, il y a plein de drops, il faut que je recommence tout ce que j'avais fait. Donc ça c'était assez drôle aussi. Donc voilà, des bout à bout de clips. Et après j'ai fait du JT aussi chez France TV. Pareil, 2 mois après mon BTS. Là, j'étais jeune, j'avais genre même pas 20 ans. Et je me suis retrouvée aux 13h, aux 20h et tout. Donc, gros coup de stress, mais c'était bien. Ça m'a pris à monter 2 minutes en 2 minutes. Oui, c'est ça, c'est formateur. Ouais, c'était... Et puis à l'époque, il fallait faire tu n'avais pas de serveur et tout. Donc, tu devais compter ton temps de numérisation, de sortir sur bande. Donc, en gros, tu montais 2 minutes en 1 minute parce que tu n'avais pas le choix. Donc, voilà. Et en fait, assez vite, je me suis dit, bon, ça c'est cool, je sais faire, tu vois. Après, comme beaucoup de gens de notre génération, j'ai beaucoup mis des cassettes dans les magnétos, tu vois, pour numériser. Mais moi, je trouve que c'était une bonne école parce que tu voyais tous les rushs. Donc, et après, moi, j'essayais d'aller le plus... Dès que je pouvais, j'allais en salle de montage. Bon, des fois, je bossais la nuit, puis je retournais dès le lendemain matin en salle de montage pour voir. Et en fait, c'est hyper formateur de voir ce que le monteur en fait. Tu numérisais que ce dont tu avais besoin. Puis après, tu disais, j'ai oublié tel truc sur la cassette, où est-ce que c'est, tout ça. Mais c'était hyper formateur et en fait j'ai eu la chance de rencontrer une réalisatrice qui était monteuse au départ et qui en fait avait besoin et de quelqu'un d'un peu plus jeune et surtout de quelqu'un qui savait bien manipuler Avid pour faire ses montages parce qu'elle se la saoulait et puis elle avait envie de se concentrer sur réfléchir au film et pas à la technique, tu vois. Elle s'appelle Claude Terret et elle m'a donné ma chance. En fait elle m'a dit tiens je te vois souvent là, est-ce que tu as envie de monter un film avec moi et tout, donc c'était chouette. Donc elle m'a dit des fois je te préviens je prendrai la souris et tout, j'ai dit pas de souci. Donc voilà, puis au bout de 2 mois ensemble, un jour je suis allée faire pipi, j'ai décroché la souris, je suis partie avec, elle a compris le message. Et voilà, et après, mais c'était bien parce que, encore une fois, c'était très bienveillant, et puis il y avait son expérience aussi, tu vois, qui faisait que, du coup, moi j'ai appris assez vite ce que tu pouvais faire. Voilà, avec autant de rush, comment tu choisissais, comment tu structurais. Puis j'ai vu aussi ses doutes, ses hésitations, le fait de faire quelque chose puis de le jeter à la poubelle le lendemain. C'est hyper formateur en fait de voir ça. Donc parce que quand même, quand tu commences, moi je me rappelle des fois je suis tombée dans des situations, genre un jour j'avais bossé pour la boîte de Serge Moati, il m'avait appelé pour un doc et tout, et il m'avait dit oui donc tel doc, et avec Claude toujours. J'ai dit ils m'ont dit par contre c'est sur Final Cut, tu connais Final Cut? J'ai dit ouais bien sûr, je connaissais pas du tout Final Cut, donc j'ai couru dans tout Paris pour chercher les manuels qu'il y avait à l'époque là de 1000 pages, je sais pas quoi là. Et donc pendant genre 5 jours et 5 nuits, j'ai lu tout le truc, je me suis fait des notes et tout, et je suis arrivée là-bas, je fais non mais je maîtrise trop Final Cut, en fait je savais pas du tout faire. Et je me dis quand tu commences des fois tu te retrouves dans des situations... Tu vas un peu au bluff quoi. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais ça après ça marche pas, moi ça a marché, mais c'est vrai que des fois tu te retrouves dans des situations où tu dis c'est pas possible quoi, comment... Et puis tu y arrives, enfin quand t'as envie, je pense que tu y arrives. Et puis ça dépend aussi, toujours pareil, si tu tombes sur des gens chouettes qui savent aussi que quand tu commences tu sais pas tout. Et puis on est quand même dans des boulots, je trouve, où on t'apprend tous les jours, encore aujourd'hui, donc voilà, c'est sûr. T'as plein d'étapes, tu travailles avec le graphiste, tu travailles avec le compositeur, enfin il y a plein de choses que tu fais qui sont chouettes quoi. Toi, t'aimes bien tous ces échanges, tu travailles en étroite collaboration en général avec graphistes, compositeurs, ouais, etc. Alors après, ça dépend des réalisateurs et des réalisatrices. Il y en a qui aiment bien tout entre guillemets, tout contrôler. Il y en a certains qui me disent, tiens, t'as qu'à t'occuper de ça. Enfin, pas t'as qu'à t'occuper de ça, ils s'en occupent quand même, mais qui me disent, qui ont par exemple des trop grosses enquêtes à gérer ou des choses comme ça, qui me disent, je veux bien que tu fasses... tu vois, que tu fasses le lien et tout. Donc moi j'aime bien ça parce que je trouve que ça t'amène un recul, justement, on parlait tout à l'heure de regard extérieur, et je trouve que ça t'amène vachement de recul aussi sur ce que tu es en train de faire, la musique notamment, je trouve ça vachement intéressant. Oui, ce que j'allais dire, parce que la musique, c'est vrai que du coup, on doit expliquer aux compositeurs ce qu'on a dans la tête. Voilà, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on veut transmettre, sans forcément avoir son vocabulaire à lui d'ailleurs.
ou essayer de deviner les intentions du réel qui n'en a pas forcément. Exactement. Qui ne sait pas forcément les verbaliser. Donc, c'est très drôle quand tu l'expliques à un compositeur ce que tu ressens ou tu reçois une musique, tu dis ça va pas, alors comment je vais lui dire un peu moins aigu, un peu plus grave, après t'es là, tu parles en instrument, après tu parles en émotion, après tu parles en mots-clés, et c'est ouais. Mais souvent moi je demande, après les réalisateurs et réalisatrices avec qui je travaille font souvent ça, en fait ils envoient le dossier au compositeur et ils composent déjà ce qui lui passe par la tête par rapport à la thématique, tu vois. Bon après souvent le réal l'a dit, voilà, moi j'aime bien tel style, ou je pensais à ça ou ça, ou leur envoyer des exemples et tout ça. Mais moi j'aime bien quand même commencer le montage avec des bases d'ambiance musicale pour déjà sentir si on est sur la même longueur d'onde. Et puis aussi pour m'aider à monter les séquences, m'aider non parce que ça t'aide pas vraiment, mais pour tout de suite donner une ambiance, tu vois, être dans un univers. Après il y a des films où, comme j'ai monté quand même pas mal de films aussi complètement en immersion, des fois tu te dis mais où est-ce qu'on va mettre de la musique, il n'y a pas besoin, puis justement par rapport au réel, parce que ça c'est... Voilà, je bosse aussi beaucoup là-dessus, sur le réel et comment tu transmets le réel. Des fois la musique, tu te dis est-ce que j'en mets là, est-ce que ça va pas appuyer trop l'émotion, comme tu vois comment je vais faire. Bon après je pense que c'est des questions qu'on se pose tous et toutes, mais c'est pas évident de pas tomber dans l'automatisme de la musique. Ouais, c'est vrai. Surtout par exemple en magazine, c'est vrai que tu mets du com et puis tu mets la musique et puis après ça reprend en ITV, machin, il y a un espèce de truc un peu systématique. On essaye de pas trop faire en doc, qui est plus difficile des fois à trouver, je trouve. Oui, puis des fois en fait ça dépend aussi parce que des fois t'as la musique qui arrive, tu dis c'est génial, t'en mets un peu partout, puis après tu regardes, tu dis oulala mais j'en ai mis trop. Moi ça m'est déjà arrivé en mixage de me dire oulala mais j'en ai mis beaucoup trop, il faut que j'en enlève et tout ça. Et c'est intéressant, oui c'est ça, en fait il faut t'appuyer et t'aider avec la musique mais toujours garder en tête, moi j'essaie de faire ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. De me dire voilà, est-ce que là j'en ai vraiment besoin, qu'est-ce que ça veut dire, comment, tu vois. Et en même temps, des fois t'en as aussi besoin pour l'émotion. Par exemple sur Afghan, on n'en a pas mis pendant les séquences parce que bien sûr on n'en voulait pas parce que voilà, c'était le témoignage à tout prix. Et justement pour entendre aussi le son, le réel et tout ça. Leur vie aussi passe par le son, donc on voulait ressentir ça. Et après c'est vrai que c'est tellement violent ce qu'elles disent qu'au début on s'est dit des fois on met pas de musique. Et en fait on s'est rendu compte que la musique t'aidait aussi à digérer ce que tu venais d'entendre et à avancer quoi, parce que c'était tellement dur que tu vois. Et est-ce qu'il y a une rencontre ou un projet qui t'a particulièrement marqué ou après lequel tu t'es dit tiens j'ai pris une autre j'ai débloqué un niveau, c'est pas tant débloquer un niveau mais c'est en fait c'était plusieurs films qui sont un peu arrivés au même moment, mais il y a ce fameux film de montage sur la classe moyenne avec Frédéric Brunkel qui était assez intéressant parce que lui il tourne beaucoup en immersion, il tourne pas tout le temps, il choisit vraiment ce qu'il veut tourner et voilà, et c'est un peu avec lui que on a bossé vachement sur le rythme, qu'est-ce qu'on voulait montrer, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tous ces gens te donnent pour faire des films, parce que sans les témoins, tu vois, on n'aimerait pas, nous on monte des films sur la vie des gens, mais je crois qu'on n'aimerait pas trop qu'il y ait des caméras qui viennent tout le temps chez nous pour nous filmer. Et c'est un peu avec lui, on a vachement réfléchi à tout ça, tu vois, au rythme, à la vie, à jusqu'où tu vas, combien de temps tu restes. Je me souviens d'une première séquence où on ouvrait la série sur une famille qui avait un pavillon et on avait monté genre 1 minute 30 du père de famille qui passait à la tondeuse, tu vois, en se disant on va voir. Bon, bien sûr la production ils nous ont dit non mais c'est quoi ce délire, on va pas passer 1 minute 30 à regarder quelqu'un qui tonde son gazon, mais tu vois c'est pour essayer d'expliquer un peu jusqu'où tu vas et puis plein de choses quoi, donc ça c'était intéressant. Ou par exemple un film que j'ai bien aimé monter aussi, c'était toujours avec Fred, c'était sur il s'appelait Enfants du Terril, c'était sur les conséquences de la pauvreté sur les enfants. Et donc il avait filmé 2 familles, mais surtout une famille où ils étaient 3 enfants et il y en a 2 qui étaient filmés, 2 garçons. Et Siloïc, le second, qui avait à l'époque 14 ans, passait sa journée sur le canapé, il le filmait sur le canapé tout le temps. Et comme il faisait que ça, parce qu'à l'époque il déprimait un peu, puis il avait des soucis perso, et puis il y avait aussi la conséquence de tout l'univers familial, l'environnement familial, c'est... Combien de fois tu montres ça, comment tu essaies de transmettre ce réel-là, qu'est-ce que tu veux dire, combien de temps tu restes
avec chaque plan, avec chaque séquence. Ça, c'est hyper... j'adore, moi, c'est chouette, quoi. Ouais, et puis trouver le rythme global du film. Exactement, ouais. Ouais, puis des fois, tu dis, c'est bon, si on a compris, tu coupes, et puis en fait, tu déséquilibres tout le film. C'est hyper intéressant, quoi. C'est chouette. Et tout ça, c'est dans le rythme aussi du film qu'il faut essayer de le faire ressentir. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais, et tu le fais plutôt bien. Hein. C'est vrai, c'est gentil. C'est sympa, t'es sympa. Bah non, mais c'est vrai. Alors, est-ce que tu regardes souvent le film en entier? Est-ce que tu... Ou alors est-ce que tu te dis, tu l'as à peu près en tête et tu arrives à... Pareil, ça dépend un peu des réalisateurs et réalisatrices. Ça, c'est un peu ce que tu dis au départ, puis après on est toujours à la bourre, donc voilà, tu regardes pas tant que ça. J'essaye quand même, ouais. Et moi, je passe mon temps à balader ma souris dans toute la timeline. D'ailleurs, ils deviennent épileptiques, des fois, les réalisateurs avec qui je travaille. Parce que j'ai toujours besoin de me dire, attends, où on va tu vois, qu'est-ce qu'on veut dire, pourquoi on passe par là. Donc je fais pas mal de ça, ouais, pas mal d'aller-retour ou de... Et en même temps, des fois c'est compliqué parce que toujours pareil, plus tu l'as vu, moins t'as de recul. Donc voilà. Des fois ça m'est arrivé aussi d'envoyer des films à des copines monteuses en fin de projet en disant tiens, est-ce que je peux avoir ton point de vue là-dessus, ou est-ce qu'on comprend bien ça, ou est-ce qu'il y a des manques, et ça fait du bien quoi d'avoir des regards extérieurs, parce que même les producteurs ou productrices, à la fin, ils savent plus parce qu'on l'a trop vu, on n'en peut plus, tu vois. Et alors là, oui, tu disais que tu es sur 2 films en même temps. Ça t'arrive souvent? Comment tu jongles de l'un à l'autre? Alors non, ça m'arrive pas très souvent, mais ouais, moi je bosse beaucoup. Et ça m'arrive souvent de finir un film et d'en commencer un autre, genre finir un vendredi et commencer un lundi, tu vois. Je sais qu'il y a des monteurs qui ont besoin de pause. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un cerveau qui me permet de passer assez vite d'une thématique à une autre. Peut-être qu'à 50 ans, je serais complètement cramée, mais pour l'instant, ça marche. Et voilà. Et là, en fait, il s'avère que c'est plus ou moins la même prod, donc en fonction des urgences, tu vois, je bascule sur l'un ou sur l'autre, quoi. Donc, ouais, tu dis tu travailles beaucoup, t'as ton planning de fait du coup sur plusieurs mois. Ça dépend. Là, tu vois, j'ai 2-3 films d'avance, des fois j'en ai 5-6, des fois il y a des projets en cours, comme pour tout le monde, hein, t'as des projets qui s'annulent, les tournages qui traînent. Voilà, je trouve qu'en termes de... Je trouve ça, depuis 2-3 ans, je trouve ça plus compliqué, je sais pas toi comment tu le sens, mais le calage des plannings, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se décalent. Des visio-chaînes qui prennent un peu de temps, du coup tu te prends 2 semaines dans la vue, c'est un peu chaud à... Voilà. Et voilà, il y a des prods qui comprennent, il y a des prods qui ne comprennent pas, mais on n'a pas vraiment le choix. Faut faire avec. Et puis moi, je trouve que c'est important d'une espèce de solidarité aussi entre nous, tu vois. Je trouve que là, ça fait 2-3 ans qu'on se file un peu plus de plans, et ça, je trouve ça chouette, parce que voilà, je me dis, quand tu es appelé pour un beau projet que tu peux pas faire, autant te faire profiter quelqu'un qui t'a confiance, ou exactement, ou quelqu'un même qui se retrouve en galère parce que d'un seul coup justement il ou elle a un projet annulé et tout. Et ça, moi je fais ça depuis un moment, de donner des noms, parce que je me dis autant que ça serve aux copains, quoi, ou même pas aux copains, à des gens que je connais. Et puis je trouve ça mieux pour le... Enfin, quand tu connais le travail de quelqu'un, puis aussi ça, c'est très important aussi, la façon de bosser, ou la mentalité, la façon de... Voilà, est-ce que tel ou tel monteur est rigolo ou pas. Il y a des prods qui me disent, moi je veux un monteur rigolo, ça. Ou en tout cas qui se prend pas la tête. Quand tu le sais, c'est bien, parce que tu aiguilles les gens les uns vers les autres, je trouve ça chouette, quoi. Ça fait des belles rencontres, c'est chouette. Je trouve que le montage, c'est tellement des choses de ressenti, etc. Enfin, on sait tous se servir de la machine, c'est pas ça qui fait la différence, donc autant partager les infos, quoi. Oui, et puis des fois, tu sais pas pourquoi ça marche, des fois ça marche bien au début, puis ça marche plus après, tu sais pas trop, quoi. Mais c'est vrai que du coup, quand tu conseilles quelqu'un, je trouve que c'est important aussi de cerner bien les personnalités et tout ça pour voir si ça peut marcher ou pas, quoi. Ouais, c'est top. Ouais, j'espère que tu arriveras à faire quelque chose de tout ça. Oui, t'inquiète. On n'a pas trop rigolé, mais peut-être on rigole plus. On était concentrés là. On était sérieux, c'est la fin de journée. C'est ça. Voilà. On va parler de sujets difficiles. Non, mais c'est chouette, hein, cette série. Je trouve que t'as une bonne idée. Puis t'as des profils vraiment différents, donc. Les conversations sont toutes différentes, quoi. Oui, c'est vraiment chouette. Bon, en tout cas, c'était très cool. Merci à toi. D'avoir partagé tout ça. Plaisir partagé, c'était chouette. Avec Cut. Playpause Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon, sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt!